Maintenant que vous avez pris les précautions nécessaires pour préparer vos objets avant la duplication, on va enfin pouvoir entrer dans le vif du sujet au niveau de l'utilisation de Mash. Mais justement, qu'est-ce que c'est Mash? Mash, en fait, c'est un outil qui a été développé par Ian Waters chez Mainframe, une société en Angleterre qui développe en fait des produits visuels pour le cinéma, la publicité, les effets spéciaux, et qui dispose en interne d'une grosse équipe de développeurs. Parmi elles, on a un personnage intéressant qui est Ian Waters, qui est la personne qui a développé justement Mash depuis 6 ou 7 ans maintenant. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au bout du compte, quand l'outil a obtenu une certaine maturité, eh bien Autodesk a décidé effectivement de le racheter à Mainframe pour l'intégrer automatiquement dans son logiciel pour tous les utilisateurs. Alors, à quoi est-ce que ça sert et comment ça marche fondamentalement? En fait, Mash, c'est un outil qui sert avant tout à envisager la duplication d'objets pour créer en fait des effets de motion design. Ça n'est que ça. Donc c'est avant tout un gros logiciel intégré à Maya qui sert à, une fois que les duplications d'objets sont générées, à créer tous des effets visuels. Je vous en mets ici quelques-uns à l'écran. Comme ça vous permet de voir à quoi initialement Mash est dévolu. Bon, ici, effectivement, il y a des combinaisons avec After Effects, etc. Mais peu importe. Vous devez surtout retenir que c'est en fait un puissant objet de duplication avant même d'être un produit d'animation. Ceux qui ont peut-être déjà travaillé sur Cinema 4D connaissent peut-être son plugin intégré MoGraph. Eh bien, on peut considérer que Mash, c'est la réponse d'Autodesk au MoGraph de Cinema 4D. Alors, il est intégré depuis la version 2016 extension 2 de Maya et il continue à être amélioré d'année en année. Notamment par l'ajout de nouvelles fonctions, ce qu'on appelle de nouveaux nodes au sein de l'interface de Mash. Et comme Mash s'appuie sur Maya pour fonctionner, il dispose de la puissance de Maya au niveau modélisation, au niveau animation, au niveau simulation physique, etc., etc. Je vous en montre encore un ou deux. Ça, c'est le genre, effectivement, de visuel pour lequel Mash a été conçu au départ. Donc, avant tout du motion design. C'est avant tout un très puissant objet, une très puissante fonction d'instanciation, donc de création, de duplication d'objets, avant toute autre chose. Donc ici, c'est simplement la gestion de particules au sein de Mash en s'appuyant sur les outils qui sont développés chez Mainframe North. Revenons-en à nos outils, puisque nous, ce qui nous intéresse avant tout, c'est simplement de dupliquer des cailloux. Donc, pour appréhender Mash, je vous propose en fait de faire deux exemples, de produire deux exemples différents, deux types de distribution qui sont une variante de l'autre. Donc, vous avez remarqué tout à l'heure, on avait justement rangé correctement nos objets en les mettant sur le centre de la grille, en resettant leur point de pivot, en faisant un freeze transform, en vérifiant qu'il n'y avait plus effectivement de nodes, parasites, etc., etc. Et donc, ici pour l'instant,
j'ai suffisamment d'objets quand je zoome sur eux pour créer deux types de mesh network différents, enfin deux variantes. Une qui va fonctionner avec un mouvement de pinceau placer de manière assez simple, en simplement peignant la distribution sur la surface du terrain, et une qui va fonctionner en dynamique. Alors, je me suis permis d'organiser ces objets-là en deux groupes différents. Donc ici, j'ai par exemple tous les objets bleus qui comportent très très peu de polygones qui vont ensuite être distribués sur la deuxième version. Donc comme il y a peu de polygones, ça fonctionnera très très bien avec une dynamique physique. Dites-vous bien que moins il y a de polygones, moins c'est difficile pour la simulation de vérifier et de calculer. Vous voyez, j'ai 5 ou 6 copies ici. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir autant, avec 3 ou 4 ça marche déjà bien. Hein. Mais donc vous remarquez simplement que les polygones, les objets disposent de très très peu de polygones. Donc si je regarde ici, je suis par exemple à 22 faces pour celui-là, et sur celui-ci je suis à 24. Donc aux alentours de 10 à 30 polygones, c'est tout à fait suffisant pour tester la dynamique correctement. Donc ces objets-là, je les avais donc laissés centrés au départ. Je les repositionne avec un undo hein, pour bien montrer. Et alors pour une question de rangement et de facilité, je les ai groupés. Donc je les ai mis dans un groupe. Donc j'ai sélectionné les différents objets bleus et j'ai ensuite fait un CTRL-G ici dans Edit. Je pense que vous avez Group. Et donc je les ai enfermés dans un groupe pour avoir plus facile pour les ranger, pour les afficher ou ce genre de choses. Vous n'êtes pas obligé de les mettre dans un groupe, mais c'est une question de rangement interne. À vous de voir comment vous voulez fonctionner. Une petite remarque en passant, si vous les groupez, très important, n'oubliez pas également pour votre groupe de remettre les coordonnées de votre point de pivot de groupe à 0,0. Normalement c'est le cas parce que quand vous créez un groupe, son système de coordonnées est à 0,0. Vous pouvez même faire un freeze transform si vous avez un doute. Hein. Mais donc, faites bien gaffe. Si vous utilisez un groupe pour ranger ou pour afficher vos objets, n'oubliez pas effectivement de lui attribuer les mêmes réserves et les mêmes précautions que celles que vous avez attribuées aux objets qui composent le groupe. C'est très important. Donc ça sera pour le deuxième épisode, pour la partie effectivement qui va concerner la dynamique du mesh. Et alors, j'en ai un premier, donc je vais cacher ce groupe-ci, le groupe 2, on va dire ça comme ça. J'ai un groupe 1 que je vais là aussi démasquer, qui est au même endroit qu'on avait rangé tout à l'heure, et donc lui comporte un petit peu plus d'objets. Comme le but est de les peindre et qu'il n'y aura pas de dynamique sur ceux-ci, on peut se permettre un tout petit peu plus de polygones. Donc on peut aller de 50 à 100 polygones si on veut. Donc pour distribuer des cailloux sur la surface, ce sera parfait. Ça va? Donc eux aussi ont été positionnés dans un groupe et ce groupe a lui aussi été reseté aux coordonnées 00, etc. Alors, première étape, comment construire le mesh network? Le mesh network, il est un petit peu caché dans Maya. Par défaut, dans les menus sets qui sont ici, vous n'allez pas le trouver facilement. Il est peut-être éventuellement présent sous la forme d'une tablette, et donc on peut aller le chercher de ce côté-là, donc c'est cet outil ici, mais on peut aussi aller le chercher par l'intermédiaire des menus déroulants. Vous faites comme vous voulez, à un moment donné, quand vous aurez un petit peu l'habitude, le fait de l'utiliser par les tablettes, par les shelves, fonctionnera très très bien aussi. Et donc ici, si vous voulez aller chercher par l'intermédiaire de menus déroulants, vous devez modifier votre menu set. Pour l'instant, mon menu set, il est en modeling, donc je vois uniquement des menus déroulants ici qui sont en rapport avec la modélisation. Et donc si je veux avoir accès au mesh, par l'intermédiaire du menu set, il faut que je passe en mode FX. Et en passant en mode FX, j'ai à ce moment-là accès à un menu déroulant de type mesh, qui va me permettre de créer justement mon premier réseau. Alors, je sélectionne dans un premier temps les objets qui vont composer le premier réseau de distribution. Vous remarquez que je ne sélectionne pas le groupe en tant que tel, mais que je sélectionne ses composantes, donc les différents cailloux ou les différents rochers. Ensuite, je viens ici dans le menu déroulant Mesh, et je ne vais pas trop vite. Dans Create Mesh Network, je ne clique pas directement sur la fonction, je passe directement sur ces paramètres, donc le petit carré. Retenez-le bien, c'est important, ou sinon vous risquez de ne pas choisir la bonne option de distribution. Voilà. Et alors voilà, ici, par défaut, le Mesh Network, au niveau de ses options, est en mode Mesh. Moi, je vais le mettre en mode Instancer pour pouvoir justement créer des copies qui sont des instances des objets que j'ai sélectionnés ici. Comme ça, en mode instancié, j'aurai nettement moins d'occupation de la mémoire et j'aurai un fichier aussi qui sera beaucoup plus léger
puisque justement ces polygones-là n'existeront pas même si je fais des centaines voire des milliers de copies. Ce sera un petit peu plus lourd à l'affichage, mais le fichier Maya en lui-même restera très très léger. Et donc ne prenez pas ici la fonction mesh repromesh qui elle créerait des copies standards. Vérifiez bien que vous êtes en mode inSensor. Ensuite, Mash vous demande un nom au niveau de l'objet Mash qu'il va créer. On pourra le renommer par après, c'est pas un souci. On n'est pas obligé de le faire maintenant. Et alors, il vous demande par défaut ici quel type de distribution vous allez souhaiter. Soit en ligne, soit en cercle, soit en grille, soit à l'intérieur d'un volume, soit sur un point, etc. En fait, ceci, ça correspond au tout premier node qui a été développé par Ian Motors au niveau du Mash. C'est en fait le node de type distribute. Et donc, ceci est resté présent dans l'interface alors que ça n'a plus vraiment lieu d'être. C'est-à-dire que pour fonctionner, Mash doit d'abord distribuer des copies. Mais on va se rendre compte que les copies qui sont distribuées par le node de type distribute sont justement des copies ultra régulières dans le positionnement, dans leur espace, etc. Ça peut déjà rendre pas mal de services, mais nous n'allons pas utiliser en tant que tel le distribute, nous allons utiliser le placer, qui est un node un tout petit peu plus moderne que le distribute. Donc ici, je vais le laisser en ligne, le distribute, et on va simplement constater qu'il fonctionne. Donc je fais simplement ici apply and close. Alors vous remarquez que vos objets, en tout cas un de ceux que vous avez sélectionnés, c'est toujours le même ici, et c'est normal, rassurez-vous, le distribute par défaut n'est pas capable de moduler l'identité, l'ID, donc les différents objets qui vont être distribués, donc il est normal que vous ayez chaque fois le même. Et si vous regardez votre outliner, vous avez ici deux choses qui ont été créées. Le Mash Network, qui se présente avec cette icône-là, et l'instancer, donc en fait la fonction de copie. Si vous regardez 30 secondes l'instancer, au niveau de sa caractéristique principale, son but c'est de lister justement les objets qui sont en mémoire pour la duplication. Et là on voit justement les différents objets que j'ai sélectionnés avant de créer le Mash Network. Et vous remarquez qu'à côté de chacun d'entre eux, à gauche, il y a un numéro. Ce numéro, c'est justement l'identifiant de chacun des objets. Et pour l'instant, le Mash Distribute, lui, n'est capable que d'établir une ligne avec probablement l'ID 0 qui correspond au caillou numéro 10. Vous remarquez également que par défaut, il a décidé de cacher vos objets d'origine pour ne pas qu'ils se confondent avec les objets dupliqués qui sont dans l'instancer. Donc, ne vous inquiétez pas, vos objets sont toujours bien là, ils sont simplement pour l'instant masqués. Pour accéder aux différents paramètres de l'outil Mash, si vous cliquez éventuellement ici sur son icône dans l'outliner, vous avez les différents nodes qui sont présents, ainsi que l'onglet Distribute. Et donc, vous voyez par exemple ici les attributs de la fonction Distribute en mode linéaire, donc sur une ligne, avec éventuellement quelques options supplémentaires qui peuvent être ajoutées. Avant d'entrer plus loin en détail dans le Distribute, ce qui n'est pas mon but initial, puisque le Distribute, c'est justement une distribution très très régulière dans l'espace 3D, alors que nous avons besoin de distribution aléatoire pour nos rochers. Avant de vous expliquer un petit peu plus comment ça fonctionne, je vous conseille vivement d'ailleurs, d'afficher en fait ce qu'on appelle le Mash Editor, pour avoir en fait une fenêtre qui montre le détail de l'organisation des différentes fonctions que vous allez accoler à votre réseau de type Mash. Alors, le Mash Editor, où est-ce qu'il est caché? Il est par exemple ici, Mash Editor. Voilà, il apparaît ici chez moi sous forme d'une petite fenêtre, et cette fenêtre reprend l'organisation de votre réseau Mash. On pourrait d'ailleurs tout à fait renommer ce réseau Mash, et je pourrais par exemple l'appeler distribution simple, ou distrib simple. Voilà. Vous remarquez que dans l'outliner, effectivement, l'objet Mash Network change de nom, mais que son instancer change également de nom. Et ce que je vous propose, ce n'est pas une obligation, c'est de ranger cette boîte qui peut toujours être intéressante parce qu'elle montre en fait les différents calques ou les différents nodes appliqués à la fonction. Moi, ce que je fais généralement, je la range en dessous de l'outliner. Comme ça, j'ai une fenêtre outliner qui gère uniquement tous les objets présents dans le document, dans la scène, et j'ai en plus une fenêtre qui me détaille au même endroit l'organisation de mes copies complexes produites avec le Mash
network. Donc ici, je prends la fenêtre et je viens la glisser en dessous de l'outliner jusqu'au moment où la ligne bleue ne correspond qu'à la largeur de l'outliner. Et là, hop, je peux la caler et je viens la mettre ici en dessous de mon outliner. C'est plus pratique, c'est pas obligatoire, hein, vous faites comme vous l'entendez de ce côté-là. Et donc si maintenant on regarde un petit peu plus le distribute, donc je clique sur la fonction distribute, ça me permet directement d'avoir les attributs qui sont en relation avec ce node-là. Par exemple, la quantité de copies, en tout cas l'espace. Donc ici, les waiters, en fait, le nombre de points, c'est la quantité de copies appliquées dans votre réseau de distribution linéaire. Mettons-en 20. Voilà. Et alors, je peux simplement, quand il s'agit d'une ligne droite, je peux simplement moduler l'espace complet qu'occupe l'entièreté des copies. Et je peux jouer également avec un décalage dans les autres axes, en Y en hauteur, par exemple. On va mettre un petit peu moins pour pouvoir cadrer un petit peu plus fort. Hein. Comme ça, vous verrez peut-être un peu mieux. Je vais me rapprocher, comme ça, on verra mieux ce qu'il en est. Avec 10 copies, c'est suffisant pour comprendre malgré tout. Voilà. Et donc ici, bien entendu, en Z, je peux également effectuer un décalage. Donc au lieu de partir en ligne droite en suivant la grille, j'ai à ce moment-là une ligne droite qui peut être orientée dans les trois axes. Et sur cette ligne droite, sur la durée de cette ligne droite, on peut effectuer une rotation des différentes copies. Et vous voyez que les copies pivotent progressivement en fonction de la valeur d'angle que je leur donne. C'est une valeur d'angle totale qui s'exprime sur la longueur de votre système de clonage. Hein. Et donc ici, même chose en Y, même chose en Z. Et c'est bien entendu la même chose si vous faites des mises à l'échelle. Et vous avez éventuellement un décalage, donc un offset, qui décale la copie dans l'espace de manière incrémentielle en passant d'une copie à l'autre. Vous avez toujours 10 copies, mais elles se décalent simplement. Vous avez éventuellement la possibilité, sans trop entrer dans le détail, de jouer éventuellement avec des ramps qui sont justement ici, qui permettent de moduler le comportement en position. Donc le bias ramp, c'est la position effectivement de vos copies. Le rotation ramp, vous avez bien compris, c'est la rotation de celle-ci. Et le scale ramp, c'est également la mise à l'échelle de ces copies. Ça vient interférer directement avec les paramètres qui sont ici. Si par exemple je prends un rotation ramp, j'ai un petit graphe, et sur ce petit graphe, je peux à ce moment-là, vous voyez, moduler la manière dont la rotation s'effectue sur la longueur de mes duplications, donc sur la longueur de mon segment de copie. Donc si à un moment donné vous avez besoin de précision, vous pouvez agrandir chacun de ces graphes. Hein. Vous cliquez sur la petite flèche ici et vous avez à ce moment-là un graphe un peu plus grand que vous pouvez éventuellement moduler. Vous n'êtes pas obligé de vous limiter à une valeur de 1. Donc par exemple, la valeur qui est ici, si je la sélectionne là-bas au bout, vous voyez, je suis par exemple à 1, mais on pourrait mettre par exemple 10, hein, c'est pas un problème. Ou même en hauteur, hein, 50, comme ça la rotation est plus marquée. Si à un moment donné, vous exagérez très fort, vous voyez bien que ça tourne très très fort, puis ça ne tourne quasiment plus quand je suis en ligne horizontale, et puis ça peut tourner dans l'autre sens si éventuellement je redescends la courbe. Donc là on tourne dans un sens, on ne tourne plus, et on tourne dans l'autre sens. Ça n'est que ça. Hein. Si à un moment donné vous voulez retirer des points sur le graphe, c'est tout simple. À chaque point créé sur le graphe, vous avez un point en abscisse qui apparaît avec une petite croix qui permet de supprimer éventuellement les points dont vous n'auriez pas besoin. La seule chose qui manque finalement à cet outil, c'est un bouton Reset pour pouvoir remettre la courbe par défaut. La courbe par défaut, c'est une courbe linéaire hein, dans le ramps. Donc, ce sera toujours une courbe qui va en fait de 0 à 1. Attendez, on va supprimer ce point-ci. On va le prendre. On va le supprimer. Voilà. Et donc, le point qui est là, ici, vous voyez, normalement, lui, il doit avoir une valeur de 1 et de 1 également en position. Voilà. Normalement, la courbe par défaut, c'est celle-ci. C'est vraiment une oblique. Donc, ce qui est vraiment dommage ici au niveau de l'interface utilisateur, c'est qu'il n'y ait pas un bouton Reset pour revenir à une courbe de base qui n'interfère plus avec vos duplications. Et donc, c'est la même chose en mise à l'échelle et c'est la même chose en décalage. Donc ici, vous voyez, si je fais une mise à l'échelle, j'augmente la valeur. Et donc, si je mets en hauteur ici, Select Value 10, je me retrouve avec un caillou qui au départ est beaucoup plus gros, ou même les 2-3 copies sont beaucoup plus grosses, et puis à un moment donné, paf, ça redescend.
Et vous voyez, on peut modifier vraiment très simplement ce principe-là. Hein. Voilà. Même chose pour la position, ce qu'on appelle le bias ramp. Ici, ça créerait simplement un décalage. Je vous montre, comme ça vous comprenez le principe. Comme ça, si un jour vous avez besoin de faire des duplications linéaires simples, ça vous rendra quand même service aussi. Imaginez, j'avais parlé tout à l'heure du problème des instances ou des copies standards. L'exemple de la route bordée de poteaux télégraphiques ou de poteaux d'éclairage, pour ça, ça peut vraiment être très pratique. Hein. Voilà. Donc ici, même combat en position. Donc, bias ramp position, rotation, scale. Tout simplement. Alors, sans entrer, comme je le disais, hein, puisque le but n'est pas de faire un cours sur le match distribute qu'on va presque pas utiliser, vous pouvez bien entendu moduler le type de distribution. Au départ, vous avez une linéaire, vous pouvez choisir éventuellement sur un cercle, dans une sphère, par rapport à un autre objet 3D qui pourrait servir de point d'implantation, par rapport à une grille, exactement comme le MoGraph de Cinema 4D, pour ceux qui connaissent, le cloneur par exemple, et éventuellement dans un volume qui serait un autre objet aussi. Personnellement, si vous utilisez le distribute, dans un premier temps, contentez-vous du linéaire, du radial, du sphérique, du mesh ou du grid. Avec ceux-là, vous allez déjà vous amuser. Les autres sont déjà un petit peu plus spécifiques, puisqu'ils interfèrent avec la notion de timing et de temps pour l'animation. Donc, commencez simple si vous voulez utiliser le distribute. Ça va? Donc ici, je vais faire un reset de ma courbe, même si j'ai pas de bouton pour le faire, parce qu'on va parler tout à l'heure. Voilà, et je vais mettre un point à 1 et à 1 ici, comme ça je fais un reset de ma courbe de type bias ramp. Voilà. Voilà. Donc ici, si vous avez envie d'essayer, vous pouvez faire un radial. C'est la même chose, mais en forme de cercle. Je pense que tout le monde le voit. Vous pouvez modifier, bien entendu, la taille du cercle et la quantité de degrés qui sont occupés par ce cercle en positif ou en négatif. Et vous avez également un offset en décalage. Est-ce que votre cercle est dans un plan ou sur une spirale, puisque vous pouvez augmenter le nombre de distances. Donc par exemple ici, si j'augmente la quantité de copies et qu'ensuite j'augmente par exemple la valeur d'angle ou même le décalage en longueur dans un premier temps, je pourrais par exemple effectuer plus de rotations. Donc par exemple, au lieu de faire 360, je pourrais faire un multiple 720, imaginons, voilà. Et donc là, je commence déjà à avoir quelque chose de plus spiralé. Et je peux jouer bien entendu sur la copie, etc. Peut être très intéressant pour gérer eux-mêmes, sachant que toutes ces notions sont animables. Hein. Pour chacune des valeurs qui sont ici, vous avez le droit d'entrer une clé. Pour ceux qui ont suivi le cours d'animation avec Monsieur Kesh, tout de suite ça doit évoquer des potentiels au niveau animation. Mais bon, ici nous c'est pas notre objectif, donc je vous montre simplement comment ça fonctionne. Donc ici on est sur un radial déployé dans l'espace. On peut choisir le plan. On a aussi la gestion des ramps au niveau dimension, etc. Ça reste le même principe. On peut travailler éventuellement à l'intérieur d'une sphère. Donc à ce moment-là, vous avez une sphère virtuelle dont vous pouvez aussi choisir le rayon. C'est le même principe. Vous avez là tout de suite une gestion au niveau du temps, mais qui ne sera intéressante que si vous jouez en animation. Même chose avec les ramps. Et alors ici, vous avez éventuellement une grille qui pourra être intéressante aussi, où là, vous pouvez composer directement une accumulation de grilles pour gérer justement des copies d'objets. Vous allez me dire à quoi ça sert. Généralement, quand on fait une grille, c'est qu'on a l'intention de soit de faire s'effondrer la grille ou d'animer la grille. Ça peut être intéressant sur le plan visuel. Les exemples que je vous ai montrés tout à l'heure en début partent essentiellement sur des grilles, sur des radiales ou sur des linéaires. Hein. Donc avec ça, il y a déjà moyen de faire énormément de choses. Donc vous voyez ça c'est le principe de l'organisation du distribute. Donc du node qui est là par défaut, qui était le tout premier node en développement au moment où on a créé l'application justement MASH. Donc ici, moi ce que je vais faire, je ne vais pas utiliser le distribute parce que justement il est trop régulier dans sa duplication au niveau des cloneurs. On pourrait bien entendu, sur base des différents nœuds des différents nodes qui sont ici, on pourrait rajouter du chaos, par exemple du random quasiment dans chacun des paramètres du distribute. Mais ça, c'est l'ancienne manière de faire. Donc, c'est ce qu'on faisait encore en version 2016 de Maya et qui peut encore être utilisé maintenant. Mais pour aller plus vite,
au lieu de mettre du random dans chacun des paramètres du distribute, donc en ID pour changer le type de rocher, en random au niveau position, rotation, mise à l'échelle, eh bien, au lieu d'utiliser ce principe-là, moi je vais utiliser quelque chose un petit peu plus moderne, qui va être plus adéquat pour nous, qui est le placer. Et le placer, lui, en fait, combine déjà tout un aspect de distribution aléatoire, justement dans sa manière de fonctionner. Donc si à un moment donné, vous êtes vraiment très intéressé par le distribute, pour des raisons particulières, comme on n'a pas le temps d'en parler en détail, si vous voulez, je vous mettrai 2-3 liens de la page de Ian Waters qui explique comment fonctionne le distribute en long et en large. Et donc là, vous pourrez vraiment voir comment ça fonctionne en modélisation ou en animation, si vraiment ça vous intéresse. Mais comme ici, notre but, c'est de produire des rochers, on n'a pas besoin de distribute, comme je le disais tout à l'heure. Donc ce que je vais faire, je vais sur le distribute, revenir en linéaire, remettre le nombre de points à 0, puisque je n'ai pas besoin de l'utiliser en tant que tel, et à la place du distribute, en sélectionnant le nom de mon mesh network, je vais directement ici cliquer sur le petit plus qui est entouré de rouge et qui va me permettre de choisir un des différents nœuds dans une liste. Les différents nœuds qui sont là, ce sont les mêmes que ceux qui sont ici. Mais là, c'est plus facile de directement ajouter des nodes directement en cliquant sur le nom de l'éditeur, le nom du mesh, et puis ensuite en allant chercher directement la fonction dont on a besoin. Et donc ici, dans un premier temps, je vais rajouter le placer. Donc ici, je rajoute placer. Voilà, il s'applique, et là, on a quelque chose qui va directement correspondre à ce dont on a besoin. On a des outils de duplication aléatoire, d'effacement, de collision simple, de gestion de l'identité des objets, etc., etc. On va voir ça en détail par la suite. Donc ici, je reviens maintenant sur mon terrain et je vous montre comment fonctionnent ces différentes brosses dans la capsule qui suit, justement.